Nous allons passer à la deuxième phase de cette journée scientifique, durant laquelle nous allons aborder la thématique du financement de la recherche et de la formation postgraduée. Composé de M. Ronald Gabriel, directeur général de la BRH, coordonnateur de l'Institut de formation de la Banque centrale et directeur exécutif du Fonds BRH pour la recherche et le développement, M. Vincent Omril, conseiller de coopération d'action culturelle à l'ambassade de France en Haïti et directeur de l'Institut français en Haïti, et Dr Michel Théard, président de la Fondation Sojibank. Donc, ce deuxième panel sera axé sur le renforcement du capital humain et l'élargissement de la communauté scientifique à travers les programmes de bourse, dont les bourses d'amitié Haïti-France et les bourses de partenariat entre la BRH, l'ambassade de France en Haïti et la Fondation Sojibank. Dans son souci de renforcer le capital humain et d'affirmer son engagement dans la formation continue des cadres internes, externes et des jeunes universitaires du pays, la Banque de la République d'Haïti a créé l'Institut de formation de la Banque centrale, l'IFBC, en 1993. À travers cette structure, la BRH a su, au cours des années, financer plus de 120 bourses de formation longue à l'étranger en faveur de ses cadres. Au cours des 8 dernières années, l'IFBC a joué un rôle prépondérant dans l'intégration de la BRH dans le processus de développement économique du pays par la formation, l'information et la recherche. Soucieuse d'accroître les opportunités pour les jeunes universitaires haïtiens désireux d'acquérir des compétences additionnelles au sein des universités étrangères, la BRH, à travers des programmes de partenariat solide et durable avec des institutions locales et internationales, a permis à de nombreux jeunes haïtiens prometteurs de se spécialiser dans différents domaines prioritaires, notamment en économie, en finances publiques, en banque assurance, environnement et en développement durable. La BRH, à travers ses différents programmes conjoints de bourse, notamment avec la Fondation Sojibank et l'ambassade de France en Haïti, a toujours réitéré son engagement de faire de la formation un levier déterminant dans le développement du pays, en dotant de ressources humaines qualifiées capables de porter des projets innovants et de renforcer les capacités des institutions haïtiennes au bénéfice du développement durable et d'une économie prospère. Parmi ces programmes conjoints de bourses d'études postgraduées, nous pouvons citer le programme de bourse BRH, Groupe d'amitié Haïti-France, les bourses à mobilité doctorale et le programme de bourse de Master 2. Donc, notre premier intervenant à ce panel sera M. Gabriel. Il est titulaire d'une maîtrise en économie et en finance de l'Université de Montréal et il compte plus de 28 années d'expérience à la BRH. M. Gabriel est à la fois le directeur général de la BRH et le directeur exécutif du Fonds BRH pour la recherche et le développement. Avant de prêter ses services au conseil d'administration de la BRH depuis décembre 2015, il fut économiste en chef de cette institution pendant plus de 12 ans, où il a renforcé ses expériences en matière d'analyse macroéconomique du département de recherche. Il a eu à coordonner et à participer aux travaux relatifs aux principales publications de la Banque centrale. M. Gabriel a eu à coordonner des travaux de l'équipe technique qui conduit des discussions sur les programmes économiques et financiers avec le Fonds monétaire international, tout en assurant le suivi de leur mise en œuvre pour ce qui relève de la responsabilité de la Banque centrale. Donc, sans plus tarder, j'invite M. Gabriel à me rejoindre au lutrin. Sous vos applaudissements. Bonjour tout le monde.
Bonjour tout le monde. La Banque de la République d'Haïti procède aujourd'hui à un exercice à portée multiple pour le développement. Je voudrais en expliciter trois en raison de leur forte capacité de transformation sociale. La production de la pensée scientifique élevée au rang d'un espace organisé de réflexion et de découverte. La promotion de l'action de développement par une appropriation plus éclairée des domaines technologiques qui concourent à la réalisation des activités de production et d'échange. Et enfin, l'émergence d'un environnement institutionnel fécond capable de couver les rapports entre le secteur public, le secteur privé et l'université vers des niveaux de réalisation sociale plus proches de l'optimum. L'activité recherche et développement revêt bien les caractéristiques de ce levier. Et c'est fort de cette considération que je voudrais partager avec vous la fierté que je ressens à prendre la parole dans le cadre de cette première édition des Journées scientifiques à titre de directeur exécutif du Fonds BRH pour la recherche et le développement. Je salue la participation du ministre Boisvert, participation qui est le signe d'une coopération fructueuse avec le ministère de l'Économie et des Finances comme l'un des partenaires privilégiés dans le financement du FRD-BRH et comme institution membre du comité consultatif. L'autre partenaire de financement du Fonds BRH pour la recherche et le développement est la Banque interaméricaine de développement. J'en profite pour saluer la présence en ligne de Mme Lotier, représentant la BID, et à qui je prie de transmettre nos remerciements à cette institution qui n'a pas marchandé un niveau de coopération qui va jusqu'à la participation au conseil scientifique du Fonds. Je salue chaleureusement mes pairs du conseil d'administration, des dévoués à la cause, qui jouent, comme on l'avait dit tantôt, le rôle de conseil d'administration du Fonds BRH pour la recherche et le développement. Je salue mes pairs, mes collègues du panel, Dr Théa et M. Omril, pour leur participation aux Journées scientifiques. Je salue également la présence virtuelle de Dr Samuel Pierre, avec qui nous avions beaucoup échangé au cours de la période de gestation du projet. La présence de Dr Jean-Élie Larieux, qui siège au comité consultatif à titre de représentant de l'Université d'État d'Haïti, de Romel Troisseau, qui siège en tant que représentant du ministère de l'Économie et des Finances, et de Mme Martine Deverson, en tant que représentante du secteur privé au sein du comité. J'adresse une salutation spéciale au professeur Charles Cadet, qui est membre actif du conseil scientifique dès le début des activités du Fonds, à Dr Ludovic Como Jr., à Dr Kathleen Dorsainville, pour avoir mis leurs compétences au service du Fonds pendant leur tenure au conseil scientifique. En tant que directeur exécutif du Fonds, je ne taille point d'éloge envers les membres passés et actuels de ce conseil pour leur contribution, d'autant plus appréciés qu'ils sont des travaux réalisés sous le sceau d'un total bénévolat. Le principe du bénévolat s'étend à l'ensemble des cadres qui ont travaillé dès 2020 à l'existence du FRD et qui travaillent aujourd'hui encore à l'amélioration de son fonctionnement. C'est l'occasion pour moi de remercier de vive voix ses collaborateurs pour leur sens de responsabilité et du travail bien fait. Ils y mettent une grande disponibilité et un soin qui sont proches du perfectionnisme, je dirais de la passion. Au sein de la direction exécutive du Fonds, nous nous plions tous, et je dis bien nous, à la pertinence
des arguments comme critère ultime de décision. On y parvient sur la base d'échanges toujours opportuns, lors de réunions virtuelles qui mobilisent jusqu'à 3 heures de notre temps utile, souvent jusqu'à des heures vraiment tardives. On me pardonnera donc si je dis chapeau à nous tous, chers collaborateurs. La mise en place du FRD-BRH fait partie de ce processus toujours renouvelé de modernisation institutionnelle qui atteindra certainement un jour un stade élevé de maturation, mais qui continuera au rythme des changements de paradigme et de cycle technologique. Changements que rencontre si bien la vision du progrès telle qu'inscrite dans la destruction créatrice de Schumpeter. Pourtant, la BRH n'en est pas le bénéficiaire ultime. Le fonds est donc une contribution institutionnelle à un domaine qui a le potentiel d'amplifier l'action de développement et de raccourcir les cheminements qui conduisent à la réalisation des objectifs inscrits dans le cadre de cette action. À cette fin, la BRH tient fondamentalement compte du caractère utile des réflexions produites dans le cadre de ces projets de recherche financés en y associant prioritairement le contenu d'impact qui sied bien aux besoins de transformation économique et sociale de notre pays. Nous espérons voir des résultats concrets qui pourraient bien sûr bénéficier des politiques inscrites dans le cadre de notre mandat de Banque centrale. Mais notre satisfaction serait incomplète. Pour mieux dire, notre insatisfaction serait grande si les succès du fonds ne servent d'émulation à la promotion d'un domaine incontournable au développement d'un pays qui a la dotation patrimoniale suffisante et la force démographique nécessaire, pour ne citer que ses acquis, à l'éclosion d'activités créatrices de richesse et d'émancipation humaine. La mise en place du FRD-BRH va donc au-delà d'une logique interne de développement institutionnel. Nous y voyons une appropriation utile de cette expérience pour forger des cadres de politique publique et de promotion d'activités entrepreneuriales à la mesure d'ambitions nouvelles. Nous y voyons également un espace d'expérimentation du principe de la triple hélice qui promeut un lieu de synergie entre l'État, l'université et le secteur privé dans l'action de production, de croissance, de développement. Nous y voyons finalement un champ novateur d'activités de production et d'échange dans un contexte où l'économie de la connaissance donne par exemple le même droit de cité au savoir-faire de la médecine traditionnelle du milieu rural qu'aux promesses faramineuses des champs d'application de la physique quantique. Cette initiative participe de la volonté de la BRH, sans ambition de substitution ou de suppléance, de contribuer au relèvement du niveau du dialogue dans la communauté et, surtout, elle est en cohérence avec nos contributions dans le domaine de la formation du capital humain, dans différents programmes postgradués, Peggy vient d'en parler, notamment avec l'ambassade de France et l'AUF, la Fondation Sogebank, que ce soit pour les bourses de Master 2 ou de bourses de mobilité doctorale en ténor firmin. D'autres partenariats avec l'Université Quisqueya, la Faculté des Sciences, l'UNDH, l'ISTEA, pour ne citer que ces entités-là. Néanmoins, je crois qu'il y a des réflexions urgentes à faire et des actions à entreprendre pour le renforcement des capacités locales en matière de formation postgraduée et sur des mécanismes à mettre en place pour la rétention de ces diplômés. Et Gaël Prissoir et moi, les autres amis, on en a parlé tantôt, avant le début de cette réunion, de cette problématique de rétention des cadres qui sont formés. Et
c'est quand même des investissements importants qu'il va falloir rapatrier. Et si on les forme à l'échelle locale, il va falloir mettre en place des mécanismes qui permettent de les garder en Haïti pour participer au processus de développement. La société haïtienne a raté la première et la deuxième révolution industrielle. On peut toujours se prévaloir d'avoir évité la mécanisation humaine que présente si bien Charlie Chaplin dans les temps modernes. Mais rien ne pourra justifier de rater les promesses de l'économie du savoir. Là où des scientifiques pointus parlent aux forêts, échangent l'humeur des plantes à l'aide de modulation hertzienne, au même titre que le médecin traditionnel, qui mobilise les vertus d'une feuille aux plantes médicinales connues en s'adressant à la plante mère. Ces considérations sur des expérimentations de plus en plus ouvertes dans le domaine du savoir et du faire, F-A-I-R-E, suggèrent de ne plus voir dans la R&D une activité exclusive des pays riches ou de grandes puissances. Il faut éviter aussi de la considérer comme l'aboutissement d'un processus vertueux du développement socio-économique. Il faut y voir au contraire un domaine de politique publique volontariste et un domaine d'initiative privée dont la nécessité incombe autant à l'université qu'au secteur des affaires. La nouvelle donne est que le prisme cartésien n'est plus la norme en matière de réflexion et d'action scientifique. Je vous remercie. Comme deuxième intervenant à ce panel, nous aurons M. Vincent Omril. M. Vincent Omril, au cours de sa carrière, a occupé de nombreux postes diplomatiques, notamment en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, notamment en tant que consul général, conseiller commercial, chef de mission des conventions et d'entraide judiciaire. Depuis septembre 2022, M. Omril est le conseiller de coopération d'action culturelle à l'ambassade de France en Haïti et également le directeur de l'Institut français d'Haïti. J'invite M. Omril à me rejoindre au panel sous vos applaudissements. Bonjour à tous. Je suis très honoré d'être présent ici à cette première journée des recherches scientifiques de la BRH, en présence du ministre de l'Économie et des Finances de Haïti, M. Boisvert, du gouverneur général de la Banque centrale d'Haïti, M. Dubois, et de tous ses collaborateurs, chers participants. Je voudrais d'abord donner une anecdote pour montrer toute l'importance, effectivement, du programme de bourse master et doctorat que nous avons avec la BRH. Je suis arrivé donc à la fin de l'été 2022, donc moins d'un an, et je n'étais pas encore en poste au mois d'août, je n'étais pas encore en poste, j'ai commencé officiellement le 1er septembre, et mon prédécesseur, M. Pascal Adjali, que vous connaissez, avait organisé, dès le lendemain de mon arrivée, un déjeuner avec la BRH, M. Ronald Gabriel, M. Ludovic Como et le docteur Théard, pour justement parler de ce programme de bourse et donc profiter qu'on se voyait juste pendant 2 jours pour me présenter les participants. Donc ça montre bien toute l'importance que l'ambassade de France accorde à ce programme de bourse master et doctorat, financé conjointement avec la BRH et la Sogebank aussi. Donc, je voudrais aussi mentionner que ce programme, pour montrer l'importance, il concerne la moitié, on verra les montants tout à l'heure, mais la moitié du financement du programme culturel du SCAC, du Service de coopération et action culturelle,
Alors, ce ne sont pas, et de loin, les uniques montants qui viennent au bénéfice d'Haïti, mais en ce qui concerne des fonds qui sont directement sous ma responsabilité, c'est la moitié des fonds, soit un peu plus de 400 000 € par an. Et pourquoi? Parce que nous pensons, et vraiment ça n'a rien d'original, mais il faut le mettre en pratique, que l'éducation est vraiment le moteur du développement. Donc on octroie depuis de longue date des bourses aux étudiants haïtiens. Et il s'agit pour Haïti d'un levier important au service du renforcement des capacités de l'enseignement supérieur, de la recherche et du développement. L'excellence académique et scientifique, les critères sociaux et la pertinence de la démarche dans le contexte institutionnel et économique haïtien figurent parmi les facteurs clés du choix des candidats. Les bourses sont attribuées sur des critères transparents, définis par le poste et les partenaires. Et enfin, elles sont accordées par thématique aux étudiants désirant suivre une formation universitaire. Effectivement, on a vraiment le souci avec nos partenaires de choisir des thématiques qui soient utiles à Haïti. Donc, dans le domaine de l'agriculture, de l'économie, de la recherche scientifique. Voilà, il y a beaucoup de thématiques différentes, mais bon, certains étudiants pourraient être attirés par d'autres thématiques qui sont intéressantes aussi, mais nous, on veut favoriser le développement d'Haïti, et donc c'est ce qui nous guide. Toujours dans le même souci d'efficacité, donc depuis 10 ans, on a mis l'accent sur les études de 3e cycle en France, donc de Master 2 et de doctorat en alternance. Alors, pourquoi je le dis en alternance? Parce que, obligatoirement, on doit avoir la moitié du temps passé en France et la moitié du temps passé en Haïti, justement pour, ça a été mentionné avant moi ce matin, pour que l'étudiant ait bien conscience qu'il fait ses études supérieures financées par la France et par la BRH pour le développement d'Haïti, donc pour qu'il n'oublie pas qu'il travaille pour revenir en Haïti. On a ce temps de moitié en France et moitié en Haïti. Donc on a un programme conjoint de bourses d'études. L'initiative, ça a été mentionné aussi, a été placée à l'origine sous le patronage du groupe d'amitié Haïti-France, qui était dirigé à l'époque par le député Jerry Tardieu, qui était président de ce groupe. Donc c'est dans ce cadre qu'en 2017, la Banque de la République d'Haïti, l'ambassade de France, le groupe d'amitié Haïti-France de la Chambre des députés de la République d'Haïti et l'agence Campus France. Donc, vous savez que l'agence Campus France, c'est cette agence mondiale qui gère les demandes d'études en France de tous les étudiants étrangers. Donc ces 3 instances ont signé une convention portant sur le financement de 6 bourses de Master 2 par an pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction. Et d'ailleurs, je crois que nous allons la renouveler cette année. Alors, quel bilan faisons-nous depuis 2017? Et je remercie beaucoup la BRH d'avoir initié cette étude, parce que c'est quelque chose qui est très important pour nous ici, effectivement, d'avoir un recul sur la période, de voir si ces bourses fonctionnent bien, s'il y a bien un retour sur Haïti. Enfin, c'est très, très important pour nous. Donc, on voit qu'en 2017-2018, donc la première année du programme, 4 bourses ont été cofinancées avec 2 hommes, 2 femmes. Donc ça aussi, c'est un autre aspect. On essaye, comme dans tous les programmes de coopération, un accent sur le genre, c'est-à-dire une égalité autant que possible homme-femme, de façon à ce qu'il n'y ait pas que des hommes qui bénéficient de ce programme. Et à ce point de vue, on verra que c'est vraiment un succès. En 2018-2019, 3 bourses, 3 hommes. Bon, là, c'est le seul cas où il n'y a que des hommes. 2019-2020, 6 bourses, 4 hommes, 2 femmes. 2020-2021, 6 bourses, 2 hommes, 4 femmes. 2021-2022, 6 bourses, 4 hommes, 2 femmes. Et 2022-2023, donc cette année, 6 bourses, 2 hommes, 4 femmes. La plupart des formations concernent l'économie, la finance, la gouvernance,
le droit et la santé. Donc vraiment les thèmes importants comme je l'ai signalé. Les établissements en France sont relativement variés. Paris 1, Montpellier, Nanterre, Clermont, les Antilles, Versailles, Lille, Aix, Marseille, Strasbourg. Donc pour ceux qui connaissent la géographie française, vous voyez que tout le territoire français est concerné, y compris l'outre-mer. Quelle évolution du dispositif, notamment l'introduction des bourses doctorales? Donc, depuis une dizaine d'années, le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France a contribué à l'émergence d'une génération de scientifiques dans les sciences et les technologies, avec une prédominance des domaines disciplinaires des mathématiques appliquées à la physique. Ainsi, en 2020, un partenariat avec la BRH pour la création d'un programme de mobilité doctorale intitulé les bourses Anténor Firmin, je crois quelqu'un de très célèbre en Haïti, en vue d'augmenter le nombre d'Haïtiens détenteurs d'un doctorat aux fins de renforcer les compétences des institutions et des entreprises du pays, et un appel à candidature unique associant l'Association universitaire de la francophonie, l'AUF, fait désormais partie du programme partenarial Anténor Firmin, dont le règlement prévoit des bourses en codirection ou en cotutelle. Donc, quel est le bilan de ces bourses doctorales sur la période 2020-2023 ? Donc, la première année 2020-2021, nous avons eu 2 bourses, 2 hommes, sur une période de 3 ans en alternance. Donc, les doctorats, c'est en 3 ans. Parfois, si l'étudiant n'a pas terminé, nous autorisons 6 mois supplémentaires, mais en général, c'est 3 ans. 2020-2021, 2 bourses, 2 hommes, sur une période de 3 ans en alternance. Et 2022-2023, 2 bourses, 2 hommes, sur une période de 3 ans en alternance. Donc vous voyez que là, contrairement aux bourses de Master 2, où la présence des femmes était relativement équilibrée, par contre pour les doctorats, pour l'instant nous n'avons que des hommes, mais nous travaillons à ce que les femmes puissent être motivées pour suivre des études doctorales. Donc au total, nous avons 6 bourses doctorales financées par la BRH sur une période de 9 années. Les soutenances pour la première cohorte 2020-2021 sont prévues en décembre de cette année 2023. Alors, quelles sont les forces de ce programme? C'est un programme de bourse reconnu. Le processus de sélection commun entre l'ambassade de France et la BRH permet d'identifier conjointement les meilleurs candidats. Nous simplifions l'appel à candidature. Également, nous faisons une gestion facilitée et simplifiée par l'ambassade et l'agence Campus France. Jusqu'à présent, nous constatons la réussite de tous les étudiants sélectionnés. Une transparence et de l'objectivité dans le processus de sélection des candidatures selon les critères établis par les parties prenantes. Une visibilité à l'ensemble des parties prenantes de son action envers la jeunesse. Un programme qui vise l'excellence. En général, les résultats sont très bons, il y a souvent des mentions. Crédibilisation et pérennisation du programme dans son ensemble. Les faiblesses de ce programme, donc comme je l'ai dit, nous cherchons à favoriser davantage les candidatures féminines, notamment pour les bourses doctorales, puisque pour l'instant nous n'en avons pas eu. Nous avons donc, comme je l'ai dit, le souci du retour en Haïti après les études. C'est toujours difficile, comme vous pouvez l'imaginer, surtout dans les circonstances présentes. Alors, nous faisons signer aux candidats un accord, un engagement de revenir en Haïti après ses études en France. Voilà, mais c'est un engagement moral, je dirais, bien sûr. Il n'y a pas de conséquences pénales si jamais l'étudiant ne revient pas. Et enfin, une communication que nous souhaitons renforcer, et je pense que les présentes journées vont beaucoup faire pour la communication de ce programme. Alors justement, j'ai parlé des retours et intégrations. Pour l'année 2017, donc nous avons financé 4 bénéficiaires, quand je dis nous, avec la BRH bien sûr, 4 retours, soit un effectif de retour de 100%, 3 réintégrations dans les administrations de l'État et 1 réintégration à l'université Quisqueya.
quelles ont été les institutions bénéficiaires de ces retours? Donc, au ministère de la Condition féminine, une juriste technicienne à la direction des affaires juridiques, à la Banque de la République d'Haïti, un consultant, à la Banque de la République d'Haïti, un inspecteur de banque à la direction de la supervision des banques et des institutions financières. Enfin, une doctorante en sciences de la vie et de l'environnement à l'Université Franche-Comté, avec un financement ambassade. La soutenance est prévue en septembre 2024, donc dans un an. Actuellement, elle est responsable de recherche à la Faculté des sciences de la santé de l'Université Quisqueya. En 2018, nous avons eu 3 bénéficiaires, actuellement un retour, soit que 33%, et c'est une réintégration dans l'administration publique. Donc les 2 qui ne sont pas rentrés, en fait, c'est parce qu'ils sont passés de Master 2 à des poursuites de thèse en France. Ça, finalement, ce n'est pas forcément négatif, ça peut être un très bon signe. Ça veut dire que ce sont des très bons étudiants et qu'ils sont remarqués par l'université qui les accueille en France et ils sont poussés à faire des études doctorales. Et donc, on espère bien sûr qu'à l'issue de ces études doctorales, ils reviendront en Haïti. Alors, quelles sont les 3 institutions haïtiennes bénéficiaires de cette année-là? Le ministère de l'économie et des finances, où l'étudiant est analyste financier des projets d'investissement. Ensuite, les 2 doctorats. Donc, le premier, un contrat doctoral de 3 ans pour la réalisation d'une thèse sur l'utilisation des ressources et inégalités spatiales. Dans quel contexte la bioéconomie ouvre-t-elle la voie à un véritable développement durable à l'Université de Lille? Le deuxième étudiant est en 2e année de doctorat en sciences économiques à l'Université de Lille. Et l'intitulé de sa thèse est « Cancer et aménagement des conditions de travail, efficacité des dispositifs pour les patients et les entreprises ». En 2019, nous avons 6 bénéficiaires et 6 retours, soit un pourcentage de 100% de l'effectif. 5 réintégrations dans l'administration publique, qui sont le ministère du Commerce, où l'ex-étudiant travaille à titre d'officier senior des études au Centre de facilitation des investissements, qui est un organisme autonome. Un autre est au ministère de l'économie et des finances, où il est assistant chef de service à la direction d'analyse et de suivi des investissements publics de la DGB. Un autre au ministère de la planification et de la coopération externe, où il est analyste de projet à la direction de l'investissement public. Un autre au ministère des Finances du Sud-Est, CAI, où il est comptable public assistant à la direction départementale du Sud-Est. Et enfin, le dernier est à la Direction générale des impôts, où il est inspecteur fiscal à la direction des grands contribuables. En 2020, nous avons donc de nouveau 6 bénéficiaires et 6 retours, donc un effectif de 100% de retour, et 6 réintégrations dans l'administration publique. Donc un au ministère de l'économie et des finances, au nombre, oui, là il y a 3 retours au ministère de l'économie et des finances, toutes des femmes. Ensuite, un retour au BMPAD, où elle a réintégré son poste de responsable suivi et évaluation de projet. Un retour à la Direction générale des impôts, où il travaille à titre d'inspecteur fiscal. Et un retour au ministère de la Planification et de la Coopération externe, à titre de planificateur. En 2021, 6 bénéficiaires et 4 retours, soit 66%. 4 réintégrations dans l'administration publique, donc un au ministère de la Planification et de la Coopération externe, affecté à l'unité d'études et de programmation. Un au ministère de l'économie et des finances qui travaille à titre de technicien en finances publiques, direction de l'inspection fiscale. Un à la direction générale des impôts, au CAI, à titre d'inspectrice fiscale. Et un à la direction générale des impôts, toujours, professionnel senior 3, promotion en cours. Donc maintenant, juste quelques détails financiers de ce programme donc, financé par la BRH et que nous complétons par des bourses de sécurité sociale pour que l'étudiant puisse avoir la sécurité sociale en France. Donc l'année 2017-2018, 85 610 € ont été prévus pour la prise en charge de 6 boursiers, mais au final, cette année-là, il n'y a que 4 candidatures qui en ont réellement bénéficié pour des bourses de master cette année. L'année suivante, 2018-2019, 43 103 € pour 3 boursiers en Master 2. L'année suivante, 2019-2020, 80 147 € pour 6 masters.
L'année 2020-2021, à nouveau 6 masters pour 96 733 €. Également, 51 673 € pour 2 doctorants sur une période de 3 ans, ce qui fait un total pour master et doctorat de 148 406 €. Donc vous voyez que suite à l'apparition du programme des bourses doctorales en ténor firmin, il y a une augmentation du montant accordé aux bourses, ce qui est une très bonne chose. En 2021-2022, un financement total de 160 914 € pour 8 bénéficiaires, soit 6 masters et 2 doctorats. Et enfin, cette année, en 2022-2023, 127 531 € répartis en 100 648 € pour les masters et 26 882 € pour les doctorats. En conclusion, donc, on peut voir que le pourcentage de retour de l'ensemble des bénéficiaires sur la période de 2017-2021 est de 84%, et pour une réintégration à majorité dans les administrations publiques, donc l'appareil d'État de Haïti. Et le pourcentage de femmes représente 40% de l'effectif global, ce qui est quand même tout à fait satisfaisant pour les masters, et nous avons des efforts à faire pour le doctorat. Donc cette année, nous avons 6 bénéficiaires qui sont encore en France jusqu'en septembre de cette année 2023, et nous ne pouvons pas établir de bilan pour l'instant. Juste mentionner que nous avons eu un abandon d'un boursier, une boursière, mais en fait, elle n'a pas quitté du tout ses études, au contraire, elle a choisi de continuer avec une bourse Fulbright, dont vous connaissez ces bourses américaines, et c'est un excellent exemple pour montrer que nos choix sont cohérents avec nos objectifs et portent sur les meilleures candidatures, puisqu'elles continuent des études à l'étranger. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Omril, pour cette édifiante présentation sur les programmes de partenariat entre l'ambassade de France en Haïti et la BRH. Donc, nous allons poursuivre avec ce panel avec notre troisième intervenant, qui est le docteur Michel Théard. Diplômé en 1985 avec une spécialisation en cardiologie, Dr Michel Théard a bénéficié d'une bourse de recherche à Harvard, au Brigham and Women's Hospital, où il a publié ses travaux de recherche. Dr Théard porte plusieurs chapeaux. Il fut professeur en physiologie cardiovasculaire à l'Université d'État d'Haïti pendant 22 ans. Il est à la fois membre fondateur de la FADIMAC et membre du conseil d'administration de l'hôpital du Canapé Vert, médecin conseil à l'ambassade de France et à l'ambassade des États-Unis en Haïti, membre du conseil d'administration depuis 2013 de la Sogebank et président de la fondation Sogebank depuis 2014. Aujourd'hui, il interviendra à titre de président de la fondation Sogebank, partenaire de taille des programmes de bourse conjoints de la BRH et de l'ambassade de France en Haïti. À vous le panel. Bonjour à tous, et je vais être court. Et je voudrais d'abord remercier le conseil d'administration de la BRH, le gouverneur, M. Jean-Baptiste Dubois, le directeur général, M. Ronald Gabriel, et leur dire que la Fondation Sogebank est déjà acquise à leur cause. L'éducation, nous le savons tous, est le seul véritable ascenseur social. C'est l'éducation qui crée les élites de demain, compétentes et responsables. C'est aussi le point de départ de toute reconstruction, et c'est lui aussi, c'est elle aussi qui renforce l'entrepreneuriat des jeunes. Nous sommes tellement conscients de cela à la Fondation Sogebank que dans l'exercice fiscal passé, le dernier exercice fiscal, 69% de nos dons ont été dans le domaine de l'éducation. Alors la recherche s'adresse à une communauté plus réduite, certainement, peut-être mieux préparée, certainement plus curieuse. Et faire de la recherche, ça demande un état d'esprit différent. C'est la volonté que l'on a de vouloir
gérer des problématiques du quotidien en innovant. Le but est d'améliorer nos vies en qualité et, si possible, en longévité, qu'il s'agisse du domaine de l'agriculture, de la médecine, des géosciences, mais en fait de tous les domaines, puisque la recherche s'adapte à tous les domaines. Le gros problème, c'est le coût. La recherche coûte cher. Rares sont les projets de recherche qui durent quelques mois. En général, c'est plutôt quelques années. Et ça demande une équipe solide, compétente, talentueuse, avec un bon leadership et surtout une méthodologie rigoureuse. Mais malgré ça, on n'a pas de garantie de résultat. Donc, pour les investisseurs qui s'ignorent ou ceux qui sont en attente, il faut qu'ils sachent calculer leurs chances de réussite et puis fixer les attentes. Malgré ces contraintes, quand la recherche aboutit, eh bien, les résultats amènent un gain en productivité et demeurent certainement un moteur de l'économie. Donc aujourd'hui, je voudrais saluer au nom de la Fondation Sogebank le leadership de la BRH, leur dire que leur engagement pour nous est essentiel pour le secteur privé. Ils nous donnent l'exemple et ils nous donnent confiance. Cette invitation aujourd'hui au secteur privé nous rappelle que la recherche n'est pas que du domaine de l'État et qu'elle s'intègre dans la logique de développement de chaque secteur. La Fondation Sogebank est déjà convaincue de l'importance de la recherche. Je vais vous donner quelques exemples. En 2011, nous avons sponsorisé les travaux de recherche à l'hôpital général. Et quand on connaît le contexte après le tremblement de terre, donc on a sponsorisé des travaux de recherche sur l'insuffisance cardiaque, sur les caractéristiques de la population qui fréquentait l'hôpital général et sur la conduite à tenir. Ces travaux de recherche ont duré 3 ans et en 2016, ils ont été publiés dans un des plus gros journaux américains, l'American Heart Journal, en 2016. Et pour vous dire que dans n'importe quel contexte, les travaux de recherche prennent leur place. Et donc aujourd'hui, il n'est pas saugrenu de lancer ces éditions. La Fondation Sogebank a aussi participé à la construction d'un laboratoire de recherche à l'Université Quisqueya et aussi à l'immeuble Géosciences. M. Boisson est ici. Et nous finançons également les travaux de GESCIO, et qui est en partenariat avec Cornell. Et puis, à un autre niveau, à un niveau interne, nous avons aussi mené nos travaux de recherche à nous, à l'intérieur de la Fondation Sogebank, où on a monté un partenariat avec d'autres amis sur une initiative qu'on appelle l'initiative Stéphane Bruno. Stéphane Bruno, que beaucoup d'entre vous connaissent, était un cadre de la Sogebank qui a été malheureusement, qui a eu une fin tragique à cause de l'insécurité et qui avait voué sa vie aux technologies de l'information et de la communication. Et donc, on a voulu, au sein de la Sogebank, honorer sa vie. Et pendant 3 années consécutives, malheureusement, le Covid est arrivé. Donc, les 3 années avant le Covid, nous avons financé des travaux de recherche sur les technologies de l'information qui soient applicables à des problématiques au quotidien. Et donc, il y avait des équipes qui faisaient des recherches applicables sur le smartphone, que ce soit en agriculture, que ce soit en médecine, que ce soit en bibliothèque, parce qu'il y avait aussi une application sur les livres. Donc, ils créaient des applications et à la fin de l'année, nous gratifions. Ils étaient accompagnés pendant l'année et puis on les gratifiait à la fin de l'année d'un prix. Donc, pour vous dire tout cela, que la Fondation Sogebank reste convaincue que faire de la recherche, c'est améliorer nos vies, c'est améliorer notre économie. Et elle souhaite un grand succès à ces journées scientifiques de la BRH. Merci. Nous invitons M. Théard, Dr Théard, à nous rejoindre au panel.
Maintenant, nous allons passer à la deuxième sous-thématique du panel sur le financement de la recherche et de la formation postgraduée. Cette sous-thématique s'articulera autour de l'important rôle que joue l'État et le secteur privé dans la production de la recherche. Elle sera animée par le docteur Samuel Pierre, qui nous suit et qui est avec nous virtuellement. Donc, le professeur Samuel Pierre se passe de présentation. Titulaire au département de génie informatique et génie logiciel de Polytechnique de Montréal, Dr Pierre est un expert de réputation internationale qui œuvre depuis plus de 30 ans dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Ses prestations professionnelles couvrent plus spécifiquement les champs suivants: planification des réseaux de télécommunications, réseautique, systèmes informatiques, formation à distance, e-learning, technologie d'apprentissage, pour ne citer que cela. Dr Pierre a obtenu un baccalauréat en génie civil de l'École polytechnique de Montréal en 1981, un deuxième baccalauréat en 1984, une maîtrise en 1985 en mathématiques informatiques de l'Université du Québec à Montréal, une deuxième maîtrise en sciences économiques de l'Université de Montréal en 1985 et un doctorat en génie électrique de Polytechnique Montréal en 1991. Dr Pierre a à son actif plus de 550 publications scientifiques, dont 10 livres, 18 ouvrages collectifs, 30 chapitres de livres et plus de 450 autres publications scientifiques. Dr Pierre est aussi membre de plusieurs conseils d'administration et de conseils scientifiques. Il est entre autres cofondateur et président du GRAN Monde et de l'Institut de sciences, de technologie et des études avancées d'Haïti, ISTEA. Il est aussi le président et chef de la direction de la firme montréalaise, le groupe Géninov. Donc, nous invitons le docteur Samuel Pierre, qui nous suit en ligne, de prendre la parole. Le floor est à vous, docteur Pierre. Donc, merci beaucoup pour votre généreuse présentation. Et je profite aussi pour remercier, disons, toute l'équipe de la BRH, en particulier le directeur général et le directeur exécutif du fonds BRH pour la recherche et le développement, M. Ronald Gabriel, qui a eu la gentillesse de m'inviter. En fait, il avait fait mieux que de m'inviter virtuellement. Il souhaitait même que je sois présent avec vous, live, mais les circonstances étant ce qu'elles sont, notamment mes contraintes professionnelles, ont fait en sorte que son souhait est tout simplement reporté à l'avenir. Donc, ce n'est que partie remise. Alors, merci aussi à l'Assemblée qui participe aujourd'hui aux premières journées de la recherche. Je suis déjà heureux de savoir que c'est un événement qui va se reproduire sur une base régulière parce qu'on en a bien besoin dans le pays. Alors, ma présentation s'intitule « Rôle de l'État et du secteur privé dans la promotion de la recherche scientifique » que je vais vous faire de deux points de vue. Un point de vue, disons, très normatif, comment ça se fait, et l'implication de l'État et du secteur privé dans la promotion de la recherche, mais aussi de point de vue pragmatique, je vous dirai concrètement comment je pratique, disons, ce que je vais prêcher dans la vraie vie, ce qui peut donner des idées et surtout donner de l'exemple à des personnes qui voudraient en avoir pour mieux guider leurs activités. Alors, le plan de la présentation, d'abord, la raison d'être de la recherche scientifique, le rôle de l'État et du secteur privé, la situation d'Haïti en la matière, la trilogie GRAN, ISTEA, PIGRAN, qui est en quelque sorte le creuset où je pratique en Haïti ce que je vais vous dire, l'écosystème entrepreneurial PIGRAN, une stratégie de création de richesse, c'est pour ça qu'on fait tout ça, et je terminerai avec des propositions faites à la fois à l'État et au secteur privé. Alors, pour aborder le premier point, qui est la raison d'être de la recherche scientifique, je vous dirais que la richesse et le bien-être des nations dépendent de plus en plus de leur habileté à faire trois choses.
produire, diffuser et exploiter le savoir. La recherche scientifique a pour but principal de produire de nouvelles connaissances. Ça veut dire qu'il faut connaître les limites des connaissances disponibles dans l'humanité de manière à pouvoir repousser ces limites en découvrant de nouvelles connaissances qui vont être mises à la disposition de l'humanité. La recherche scientifique est en premier lieu l'ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances. Et elle vise à mettre en lumière de nouvelles informations ou à en vérifier d'anciennes afin d'augmenter ou de vérifier les connaissances. Donc, la partie vérification des connaissances, elle est très importante. Donc, très souvent, ce qui arrive, il y a des connaissances qui étaient admises aujourd'hui dans l'état actuel des connaissances de l'humanité et qui, à un autre moment, sont remises en question parce qu'on a fait de nouvelles trouvailles qui les remettent en cause. Et cette activité, qui est la production de nouvelles connaissances, repose sur l'examen d'hypothèses. Parce que les hypothèses sont extrêmement importantes pour savoir quelle direction prendre, afin de comprendre ou d'analyser un phénomène donné au sein de la société. Ainsi, l'objectif de la recherche scientifique, c'est de découvrir et de comprendre ce que nous savons, mais aussi et surtout ce que nous ne savons pas, parce que nous avons des limites dans la connaissance. Et le but, c'est de comprendre tout ce qui se passe autour de nous et d'apprendre également comment les connaissances peuvent être utilisées pour résoudre des problèmes qui peuvent être théoriques, mais qui est très souvent très pratique, de manière à pouvoir assurer le bien-être des sociétés dans lesquelles nous vivons. Alors, ce qui m'amène au deuxième point de ma présentation, le rôle de l'État et du secteur privé. Pourquoi financer la recherche scientifique? Alors, je vais vous faire remarquer d'abord qu'il existe une corrélation entre le degré d'engagement de l'État dans la recherche scientifique et le niveau de développement économique des nations. Seuls les pays très compétitifs en matière de recherche scientifique peuvent avoir les ressources humaines et financières nécessaires pour développer les domaines marqueurs abordant la plupart des défis sociétaux, comme par exemple la conservation de l'environnement ou les soins de santé. Donc l'investissement dans la recherche et le développement en pourcentage du PIB, eh bien, c'est le marqueur, l'indicateur qui est utilisé pour pouvoir évaluer le degré d'engagement de l'État et du secteur privé en matière de recherche scientifique dans un pays. À titre d'exemple, en 2018, les pays qui étaient en tête de file, c'est la Corée du Sud, avec 4,29% de son PIB investi en R&D, recherche et développement. Le deuxième pays, c'était Israël, 4,17% de son PIB. Le troisième, c'est le Japon, 3,40%. L'Allemagne vient quatrième, avec 2,87% de son PIB. Les États-Unis avec 2,72% de son PIB. La Chine, 2,03%. La France, 2,28%. Le Canada, 1,72%. Le Royaume-Uni, 1,66%. L'Italie, 1,34%. Le Brésil, 1,27%. Et pour se rapprocher beaucoup plus de nous, je vous donne aussi la statistique des pays de la Caraïbe qui est de 0,08%. Donc ça, ce sont des statistiques qui viennent de l'Institut de statistique de l'UNESCO et qui datent de 2021, mais pour l'année 2018. Donc ça, c'est uniquement pour vous donner une idée de l'engagement de l'État et du secteur privé. Maintenant, aujourd'hui, ça c'était en 2018, aujourd'hui, la Chine est devenue le premier producteur mondial et la croissance des publications de l'Inde ou du Brésil, elle est forte. Donc ça, c'est pour situer. Donc en termes d'investissement, c'est la Chine qui est en tête de liste. À titre indicatif aussi, en 2020, la France était le 9e pays participant le plus à des publications scientifiques, derrière le Canada et devant l'Australie. Donc il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la recherche fondamentale et la recherche appliquée. L'État doit soutenir la recherche fondamentale et appliquer des politiques fiscales incitant le secteur privé à supporter la recherche appliquée. Sans politique fiscale incitative, le secteur privé ne sera pas porté à supporter la recherche appliquée. Il faut des politiques fiscales appropriées, des politiques publiques fiscales appropriées. Le secteur privé a pour rôle de soutenir la recherche appliquée. C'est ce qui se fait dans la plupart des grands pays. Là où je vis au Canada, eh bien, la moitié de mes recherches sont financées par le secteur privé. Le meilleur moyen
de soutenir et de dynamiser la recherche fondamentale reste qu'elle soit prise en charge par l'État dès lors que les entreprises privées tendent à sous-investir en recherche fondamentale pour surinvestir en recherche appliquée. Alors, si on passe maintenant à la situation de l'Afrique et d'Haïti en matière d'investissement et d'engagement dans la recherche scientifique, l'Afrique a fait énormément d'efforts ces dernières années. D'ailleurs, pendant la pandémie, 13% des nouvelles technologies conçues pour affronter le virus ont ainsi été produites en Afrique, alors que le continent ne représente que 14% de la population mondiale. Et en 2020, eh bien, on a recensé plus de 700 pôles d'innovation en Afrique, contre environ 300 en 2015. Ça veut dire que c'est plus que doublé en 5 ans. Le seul inconvénient, c'est qu'ils sont encore très dépendants des financements extérieurs. Et ça, c'est un commentaire, c'est des données qui viennent de l'UNESCO. Et cette caractéristique-là de l'Afrique, d'être très dépendant des financements extérieurs, est similaire pour Haïti. Haïti est très dépendant du financement extérieur pour les activités de recherche au pays. Maintenant, si on va dans le cas d'Haïti, avant la création du fonds BRH pour la recherche et le développement, les dépenses publiques en R&D étaient nulles. Je parle de dépenses publiques venant des ressources de l'État, étaient nulles. Donc, la BRH a fait œuvre de pionnier en créant le fonds BRH. Les activités de recherche menées en Haïti sont financées de manière générale par des organismes internationaux. Et ça, on rejoint un peu l'Afrique, mais en pire. Il n'existe pas de ligne budgétaire pour des activités de recherche et de développement dans les budgets haïtiens. Il n'y a pas de ligne budgétaire. Alors, ceci m'amène, une fois l'état des lieux dressé, qu'est-ce qui est fait, un peu discrètement à l'insu de tout le monde, qu'est-ce qui est fait pour stimuler la recherche au pays de la part des institutions, et je vais vous parler du GRAN, de l'ISTEA et de PIGRAN comme une trilogie. Alors d'abord, le GRAN, c'est le groupe de réflexion et d'action pour une Haïti nouvelle. C'est le premier think tank de l'histoire haïtienne qui a pris naissance à Montréal le 20 janvier 2010, soit 8 jours après le tremblement de terre. On est une organisation de vigie citoyenne, laïque et apolitique. Et nous avons comme vision de contribuer à la création d'une société démocratique, ouverte, plus inclusive, moins inégalitaire, fondée sur le droit, la solidarité, le partage, l'éducation, le culte du bien commun et la conscience environnementale. Et nous avons ici, une représentation de ce que nous avons réalisé à partir de 2010. Et on s'était donné comme objectif de faire d'Haïti, de contribuer à faire d'Haïti un pays émergent à l'horizon 2030. Mais malheureusement, la situation étant ce qu'elle est aujourd'hui et au cours des dernières années, force est de reporter cette échéance peut-être à 2050, étant donné que nous avons du rattrapage à faire pour les dernières années de dérive que nous avons connues. Et le constat fondamental sur lequel on se base, c'est que Haïti, selon les chiffres de la Banque mondiale, demeure le plus grand exportateur de talents au monde. C'est la fuite des cerveaux. Et voilà, disons, une figure qui le relate bien. Si vous regardez, si vous considérez les pays de la planète qui ont plus de 5 millions d'habitants de population, en Haïti, on a 12 millions, et si vous considérez les personnes qui ont une formation postsecondaire, eh bien, sur 100 Haïtiens qui auraient une formation postsecondaire, eh bien, il y en a 84 qui sont à l'étranger. Et le pays qui vient immédiatement après, c'est le Ghana, avec 47%. Donc, ça veut dire qu'il y a 37 points d'écart entre Haïti et le Ghana, entre le premier exportateur et le deuxième. Et la différence, elle est quasi négligeable entre les autres pays qui sont dans la liste. Donc ça, ce sont les 10 pays les plus grands exportateurs de talents. Haïti demeure en tête. Ça, c'est un problème à résoudre. Et ce que nous avons compris, cette déperdition de nos talents est entraînée, pour ne pas dire est guidée par un besoin de formation. Si on est dans une localité, on veut aller à l'école secondaire, il n'y a pas une bonne école secondaire, eh bien on va dans la localité voisine.
Et arrivé à la localité voisine, vous n'avez pas la possibilité d'aller à l'université de votre choix, eh bien, vous allez à la capitale. Et si ça ne marche pas, eh bien, vous allez dans les capitales étrangères. Et quand vous arrivez, vous prenez racine, comme tout à l'heure, l'ambassadeur français le disait, eh bien, une fois que vous partez, vous faites 3-4 ans à vivre à l'étranger de manière continue, vous prenez goût et vous ne retournez pas. Alors, si on veut contrer ça, en plus de modifier les conditions d'existence dans le pays, pour que les conditions soient plus attractives pour les personnes qui y vivent, eh bien, il faudrait investir dans l'éducation, mais décentralisée. Ça veut dire mettre des universités, un peu comme on l'a fait déjà avec les universités publiques en région, faire en sorte qu'une bonne éducation peut être offerte dans tous les coins du pays. Et c'est ainsi l'esprit qui a préservé à la fondation de l'ISTEA, qui est l'Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti, dont la devise est l'excellence au service du bien commun. Parce que ce qui nous interpelle avec cette devise, tout le monde est partisan de l'excellence, tout le monde cherche l'excellence. Mais pour faire quoi? Si c'est de l'excellence pour servir uniquement les intérêts personnels et les intérêts du clan, eh bien, la société ne devrait pas investir là-dedans. Si l'excellence, c'est pour mieux servir la société, pour mieux servir l'intérêt général, pour mieux servir le bien commun, oui, la société doit investir dans l'excellence. Parce qu'il va y avoir un retour sur investissement par la mise à disposition des talents acquis au service du pays en question. Alors voilà pour notre devise, et nous voulons mettre la science, la technologie au service du développement en formant des citoyens, des innovateurs et des leaders capables de promouvoir le développement local, régional et national. Donc ici, nous avons on est présent dans plusieurs villes, ça c'est notre local à Port-au-Prince, pour vous distraire un peu, et nous avons 10 ans d'existence, depuis 2013, nous existons, nous sommes présents dans 7 villes d'Haïti, Génie-Paillé, 3e section communale de Milo, Les Cayes, Hinche, Jacmel, Ouanamed, Port-au-Prince, Saint-Marc. Nous avons plus de 200 professeurs qui viennent du Québec, du reste du Canada, de la Belgique, des États-Unis, de la France, d'Haïti, du Maroc, du Mexique, du Sénégal et de la Suisse. Nous avons 15 administrateurs bénévoles, 45 employés à temps plein, plus de 600 étudiants dans le quart au doctorat en Haïti et près de 100 étudiants au premier cycle, licence en sciences, parce que nous sommes seulement en sciences, et diplôme d'ingénieur et civil et d'ingénieur informatique. Nous avons 5 centres de recherche, une chaire en commercialisation des produits agricoles, d'ailleurs avec la BRH et la Banque interaméricaine de développement. Nous avons la première chaire UNESCO en Haïti, eh bien, elle existe bien à l'ISTEA, c'est la chaire UNESCO Femmes et Sciences pour le développement. Le deuxième est logé en patrimoine à l'Université d'État d'Haïti. Nous avons 15 champs d'études, plus de 100 grades offerts, 150 diplômés à date. Et ce que nous cherchons à faire, c'est une université d'excellence à laisser en héritage au pays. Et vous avez ici quelques photos pour vous distraire un peu, mais surtout pour vous dire qu'une fois qu'on a fait l'ISTEA, qui donne l'éducation, ça ne suffit pas pour connaître la croissance. L'éducation ne suffit pas pour avoir la croissance. Il faut avoir 2 autres choses qui sont des piliers. Il y a la santé, l'accès aux soins de santé et l'accès aux emplois de qualité. D'où l'idée d'enrichir l'ISTEA comme institution d'enseignement de haut savoir par un programme de nature économique qui est le développement d'un pôle d'innovation dans le grand nord du pays. Ce pôle d'innovation repose sur un territoire qu'on appelle une cité du savoir, au départ qui était un champ de canne à sucre que vous voyez ici avec la chaîne de montagne en arrière, dont le sommet, c'est le site de la citadelle Henri-Christophe. Et nous voulons transformer ça en une cité du savoir avec 4 secteurs, universitaire qui est l'ISTEA, secteur service avec incubateur d'entreprises, centre de santé, résidence pour étudiants, secteur scolaire avec centre de la petite enfance, école primaire, école secondaire, école de formation professionnelle et un secteur agriculture. Et ici, vous avez les premières réalisations. Ça, c'est une entreprise qui s'appelle Bureau d'ingénierie de la Cité du Savoir, dont le mandat, c'est de construire la Cité du Savoir. Et nous avons ici une vue transformée du champ de canne à sucre que je vous ai montré tout à l'heure en un embryon de ce qui est déjà la Cité du Savoir, avec déjà un centre de la petite enfance, Paul Gérin-Lajoie, on a une clinique mobile d'ophtalmologie, une ferme avicole Elvire Joachim en arrière, et à gauche en haut, une école fondamentale. Et nous avons ici le plan en 3 dimensions de cette école fondamentale qui est en construction en 3 phases. La phase qui est en avant, c'est la phase 2, et la phase qui est à gauche, c'est la phase 1 qui est déjà construite, et en face de la phase 1, vous avez la phase 3. Ici, c'est la photo de la phase 1 complétée, et c'est aussi la photo de la phase 3
qui est utilisé par les enfants de la région qui viennent à l'école. Et dans ce bâtiment, vous avez un laboratoire de sciences que vous voyez là, un laboratoire d'informatique plutôt que vous voyez là, et le laboratoire de sciences qui est aménagé. Et vous avez ici la vie dans le milieu. Ici, c'est une personne qui est venue passer 4 mois dans une psychologue. Et ici, vous avez le centre de santé qui est en construction. C'est la façade principale. C'est le plan de la cour intérieure. Et ici, vous avez la réalisation, l'état d'avancement des travaux de construction. Ici, vous avez la toiture qui vient d'être installée. Et vous avez les autres bâtiments aussi qui y figurent. Et ici, vous avez le pergola qui vient d'être installé. Et là, maintenant, on arrive à l'École supérieure des affaires et de l'entrepreneuriat, et qui sera bâtie en 3 phases. Et c'est l'occasion pour moi de remercier publiquement la Sogebank qui nous a financé partiellement le bâtiment 1, la phase 1 de cette école des affaires, qui va porter d'ailleurs le nom du pavillon Sogebank. Alors nous cherchons, il nous reste encore un peu d'argent à trouver pour compléter, mais nous sommes avancés et voilà où est-ce qu'on est rendu dans la construction de cette école supérieure des affaires, qui sera un lieu d'entrepreneuriat et à côté d'être un lieu d'éducation et de formation. Donc ça, ce sont les vues de ce bâtiment qui sera le pavillon Sogebank de la Cité du Savoir. Et maintenant, à quoi ça va servir? Pourquoi je vous présente tout ça? Eh bien, c'est pour vous parler de l'écosystème entrepreneurial de l'ISTEA, qui est PIGRAN. PIGRAN, c'est le pôle d'innovation du Grand Nord. Plusieurs travaux ont été menés pour mieux comprendre l'entrepreneuriat et le monde universitaire, dont une métasynthèse de la littérature portant sur les universités d'une grande variété de pays, Australie, Canada, Chili, Japon, États-Unis, Royaume-Uni, entre autres. Ces travaux se concentrent sur le développement économique et social de ces universités entrepreneuriales. Leur analyse souligne que les universités devaient favoriser une culture entrepreneuriale pour le personnel ainsi que pour les étudiants, tout en offrant un soutien interne à l'innovation. Et la chose qu'on veut faire, et dans le développement économique de leur communauté, il y a la génération de revenus, pourquoi on fait ça, et de ressources alternatives, incluant la commercialisation de la recherche et des connaissances, la collaboration avec des partenaires industriels et le secteur privé, la production et le transfert de connaissances technologiques, ainsi que la mise en place de services d'incubation, de pôles scientifiques, de centres d'innovation et d'entrepreneuriat, et finalement l'acquisition de propriétés innovantes et créatives comme les marques de commerce, les brevets et les licences, ainsi que la protection générale des droits de propriété intellectuelle. Donc ça, ce sont les travaux qui ont stimulé en quelque sorte l'entrepreneuriat dans les universités. Alors, tout cela passe par une opération d'incubation et il existe différents types d'incubation, d'incubateurs. Il y a les incubateurs de développement économique et local, incubateurs scientifiques, incubateurs d'entreprises, incubateurs indépendants. Et les organisations, les universités, les programmes gouvernementaux d'incubation ne tiennent pas forcément compte des caractéristiques du changement rapide des besoins dans le milieu entrepreneurial et des modes d'accompagnement dont les entreprises en démarrage ont le plus besoin. C'est la raison pour laquelle il doit y avoir, disons, une collaboration étroite entre le gouvernement, les universités et le secteur privé. D'où le concept d'université entrepreneuriale. Et dans cette dynamique, les expériences d'incubation entrepreneuriale dans différents contextes peuvent aider dans la mise en œuvre de modèles d'incubation basés sur les besoins réels et durables des entreprises en démarrage. Et ce modèle peut favoriser le développement local et durable en se servant des compétences et habiletés nécessaires pour faciliter la promotion, la légitimité et la survie des entreprises. Alors, les entreprises et les gouvernements doivent collaborer, doivent interagir, et on distingue 3 formes d'interaction. Il y a une forme statique où le gouvernement joue un rôle central, mais qui peut également affecter la capacité des autres acteurs à développer et initier des transformations significatives. La deuxième forme, c'est la forme du laisser-faire. Et dans cette forme-là, ce sont les entreprises qui ont le pavé et qui sont le moteur du changement. Les autres formes d'organisation leur offrent du support. L'université, en offrant du capital humain qualifié, et les gouvernements, en adoptant des lois. Et la troisième forme, c'est le modèle qui nous intéresse, qui s'appelle le modèle balancé, où les acteurs travaillent en partenariat. Alors, pour illustrer ça, nous référons au modèle dont a parlé tout à l'heure le directeur général, M. Roland Gabriel, c'est le modèle de la triple hélice. Alors, dans ce modèle-là, vous avez 3 grands acteurs, et ces 3 grands acteurs, ce sont les universités, les entreprises et le gouvernement, dans une intersection qu'on appelle hybride. Et voilà comment nous l'avons appliqué. Nous avons pris ce modèle de la triple hélice.
Ça va? Est-ce que ça va? Oui, nous avons ce modèle de la triple hélice qui est là, avec, disons, une représentation de tous les éléments qui s'y retrouvent, les entreprises, les gouvernements et les universités, avec, disons, les instanciations que nous avons faites sur le terrain, et tout ça pour amener à un contexte d'incubation d'entreprises, de manière à créer des entreprises. Et ces entreprises-là qui sont incubées reçoivent un certain nombre de services qui sont décrits dans ma présentation, et ce sont essentiellement des services d'accompagnement et de coaching par des professionnels d'expérience, aussi bien en management, en finance, en production, en développement de marché, en marketing, etc. Et bien sûr, avec un support à la recherche de financement. Alors, l'expérience se déploie depuis 3 ans dans la Cité du Savoir, avec un parcours d'incubation qui contient 4 niveaux. Il y a un niveau incubation de base, un niveau éclosion, un niveau accélération et un niveau propulsion. Et nous avons le parcours d'incubation, c'est le point de départ. Le parcours d'éclosion, l'entreprise a déjà été incubée et veut atteindre un 2e niveau. Et vous avez le 3e niveau qui est l'accélération, l'entreprise existe déjà, mais trouve des opportunités qui nécessitent un accompagnement pour pouvoir en profiter. Et le dernier niveau, c'est le parcours de propulsion, où l'entreprise est déjà bien accélérée et il faut maintenant lui trouver les moyens pour qu'elle donne la pleine mesure de ses capacités. Donc, nous avons ici un éventail de projets qui sont dans différentes phases. Ce sont des projets de jeunes d'Haïti. Ce sont des jeunes d'Haïti qui nous ont soumis ces projets avec lesquels on travaille, que l'on accompagne. On fait du prototypage. Nous en avons 3 projets en prototypage. Nous avons 2 projets en lancement pilote. Nous avons 4 projets en cadrage et nous avons 3 projets en phase pilote. Alors, chacun de ces projets a ses objectifs et ses activités principales. Donc, je me garde de vous donner tous les détails à ce sujet, mais nous avons les détails. Et de manière, disons, plus avancée, nous avons nous-mêmes créé des entreprises dans la Cité du Savoir. La première entreprise, c'est le Bureau d'ingénierie de la Cité du Savoir, le BIX, qui construit nos bâtiments. Nous avons créé une 2e entreprise qui est Pic Grand Bloc. Étant donné que nos constructions sont faites en blocs de béton, eh bien, plutôt que d'en acheter de mauvaise qualité, nous les fabriquons nous-mêmes et nous vendons le surplus à la communauté. Et 3e entreprise, qui production de l'eau potable et du jus, Pic Grand de l'eau. 4e entreprise, Pic Grand Agro-Industrie. 5e entreprise, Pic Grand Centre de services aux entreprises. 6e, Pic Grand Incubateur Accélérateur. Et aujourd'hui, on est en train de créer une entreprise de production et de distribution d'énergie solaire pour la région. Il s'agit d'une nouvelle entreprise de production et de distribution d'énergie solaire, une initiative novatrice, durable, fondée sur le principe d'actionnariat solidaire, dont l'objectif est d'être un levier de développement pour un territoire rural, sous-équipé et défavorisé. La création d'une telle entreprise contribuera à surmonter une contrainte majeure, qui est le manque d'accès à l'électricité. Donc, c'est lié au projet phare du gouvernement ici. Et une étape déterminante pour le développement économique et social, une opportunité pour la région tout entière, permettant de prendre en compte l'ensemble des besoins de la communauté, notamment en matière d'éducation, de santé, d'infrastructure, de transport, d'accès à l'eau potable et d'autres services de base. Pourquoi on fait tout ça? Et bien, selon nous, c'est une stratégie de création de richesse. Au départ, quand on regarde Haïti, dont on dit qu'il est un pays pauvre, donc les gens apparaissent pauvres, mais ces mêmes personnes dont on dit qu'ils sont pauvres dorment à côté d'opportunités. Et le grand défi que nous avons en tant que peuple, en tant qu'État, c'est que nous ne savons pas comment construire le pont qui réunit les gens aux opportunités. Parce que Haïti, c'est un pays d'opportunités. Haïti, c'est un pays à construire, donc il y a plein d'opportunités. Maintenant, comment faire? Pour le faire, c'est ce que nous avons proposé, l'ISTEA, avec ses diverses composantes de formation, depuis la petite enfance à 3 ans jusqu'au doctorat, dans un milieu rural, tu es capable d'aller là en fonction de tes capacités. Ça, on l'appelle un campus qui donne l'apprentissage. Et nous avons des réseaux d'écoles, d'universités, de différents niveaux qui forment une communauté d'apprentissage et les deux s'alimentent avec des interactions. Et à côté, nous avons un réseau d'entreprises qu'il faut créer, qu'il faut renforcer, qui bénéficie des personnes formées par le campus. Et les réseaux d'entreprises qu'on a pu former, eh bien, il faut leur donner accès tant au marché national et marché international. Pour cela, ça prend de la formation, notamment la mise à niveau, de manière à ce que les biens et services produits par les réseaux d'entreprises haïtiens puissent être vendus à l'international pour amener des devises, ce qui va renforcer notre monnaie nationale. Alors ça, c'est, disons, la machine compliquée.
qui incarne la flèche que j'ai montrée tout à l'heure, qui réunit les gens aux opportunités. Alors, ceci m'amène au dernier point de ma présentation, les propositions à l'État et au secteur privé. La première proposition, il faut élaborer une politique industrielle nationale où seront explicitées les priorités économiques de l'État haïtien et les mesures pour réussir à les atteindre. J'aurais beaucoup aimé que quelqu'un me dise, Monsieur Pierre, je me suis trompé, il y a récemment une politique industrielle et qui est suivie. J'aurais aimé et vérifier cette information-là. La deuxième chose, la deuxième proposition, ajouter une ligne dans le budget national dédiée à la recherche et au développement à hauteur de 1%. Aujourd'hui, ce que fait le fonds BRH, c'est un geste pionnier. L'histoire va retenir ça, que la première entité au pays qui a pris la pleine mesure de l'importance de la recherche, eh bien, c'est la BRH en créant le fonds. Eh bien, le reste, c'est les générations futures qui vont le faire. Donc, de la même manière, je sais que tout à l'heure, il était là, je ne sais pas s'il est encore là, le ministre de l'Économie et des Finances. Eh bien, si vous voulez passer à l'histoire, dans votre prochain budget, ajoutez une ligne pour la recherche. Et vos successeurs vont suivre. J'ai mis 1%, c'est parce que les Caraïbes, on est à 0,08, c'est dérisoire. Ça. On ne va pas faire grand-chose avec ça. Haïti deviendrait exemplaire si Haïti met 1%. À la limite, si 1% n'est pas possible, mettez 0,1. Ce serait déjà mieux que la moyenne Caraïbe. Troisième proposition, il faut adopter des incitatifs fiscaux pour encourager le secteur privé à investir dans la recherche et le développement. Ils ne le feront pas comme ça. S'il n'y a pas d'incitatif, moi, quand je reçois 500 000 $ d'entreprises qui financent ma recherche, eh bien, il y en a 40% de ce montant qui retourne sous forme d'avantages fiscaux. Exemption nette. Renforcer le fonds BRH de la recherche pour le développement, pour qu'il évolue vers un fonds national de la recherche scientifique en mettant l'accent sur la formation de la relève scientifique. J'insiste beaucoup sur la formation de la relève scientifique parce que j'en ai parlé déjà à mon ami Ronald. Un fonds de recherche dans n'importe quel pays, sa première fonction, c'est de former une relève scientifique. Donc, parce que j'ai entendu qu'à date, on ne finance pas les étudiants. C'est la relève. Haïti, premier exportateur de talent. Nos jeunes qui sont formés partent. Vous allez voir, lorsque nous allons sortir de l'instabilité, ce qui va arriver certainement dans un certain horizon, eh bien, vous allez voir le vide de talent qu'il y a dans ce pays. Donc, vous aurez un effort particulier à faire pour former la relève au pays même. Si vous les formez au pays, vous aurez de meilleures chances de les garder au pays. Alors, je vous dis ça pour vous dire que c'est une action stratégique. Il faut y penser. La relève scientifique, c'est une chose importante pour le pays, surtout après la grande saignée qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et il faut aussi prendre les dispositions nécessaires pour développer au pays même une capacité systémique et autonome de formation au pays, en octroyant des bourses de recherche aux étudiants de maîtrise et de recherche méritants inscrits dans les universités haïtiennes. Sinon, vous vous tirez dans les pieds. Parce que si vous les envoyez tous à l'étranger, avec une probabilité élevée qu'ils ne retournent pas, eh bien, vous investissez pour les pays étrangers. C'est ce qu'on a fait à date, qui fait que Haïti est le plus grand exportateur de talent. Ce qu'il faut. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les envoyer à l'étranger. Non, il faut le faire avec un souci d'équilibre. Ça veut dire faire en sorte qu'il y ait une quantité qui va à l'étranger, mais aussi une quantité qui reste pour obtenir leur formation au pays avec de meilleures chances de rester au pays. Sinon, pour des séjours à l'étranger de courte durée, qui ne les implantent pas définitivement dans les pays où ils vont étudier. Et il faut renforcer le fonds BRH, donc je l'ai déjà dit, et surtout réaliser, et ça je le mets comme un grand désir, parce que j'y ai travaillé, réaliser l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'ANSR. Tout le document légal est là, le travail est déjà fait, c'était même présenté devant le Parlement. La conception existe depuis à peu près une dizaine d'années, mais comme on a l'habitude de faire en Haïti, on réfléchit et on met la réflexion dans le tiroir. Alors, ce sont un petit peu mes recommandations et il y a aussi des méta-propositions parce que tout cela, on ne pourra pas le faire si il n'y a pas une amélioration de la situation sécuritaire au pays,
de façon à pouvoir garder nos talents dans le pays. Ensuite, il faut améliorer le climat des affaires. Ça aussi, c'est lié à la sécurité, de façon à rendre le pays attractif aux investisseurs nationaux et internationaux. Pour créer Pigrand Énergie, eh bien, j'ai mobilisé des personnes de la diaspora et des amis d'Haïti qui sont dans 8 pays pour investir en Haïti. Mais ça nous a pris un effort considérable pour les convaincre de venir investir dans un pays où on met le feu dans les entreprises lorsqu'il y a des manifs. Donc, il faut améliorer le climat des affaires, notamment en améliorer la sécurité. Mais cela ne suffit pas. Il faut rendre effectif le système judiciaire haïtien afin de faire d'Haïti un État de droit. Et quand on a des différends, eh bien, on peut régler les différends par le droit. Et finalement, le dernier bout, qui n'est pas le moins important, eh bien, il faut améliorer la gouvernance du pays, de façon à ce que le pays devienne viable. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se dit dans les milieux internationaux, et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas beaucoup d'attention de la part des pays qui se disent amis d'Haïti, eh bien, c'est parce que nous avons une gouvernance tellement catastrophique qu'on craint que le pays ne devienne un pays non viable. Et on se dit, est-ce qu'on devrait perdre notre temps avec ce pays? Moi, ça me fait mal du fond du cœur pour quelqu'un qui passe la plus grande partie de mon temps à réfléchir et à trouver des solutions pour améliorer ce pays. Quand je vois le traitement et le regard des autres sur nous, ça me chagrine, mais ça ne me décourage pas. Au contraire. Donc, merci pour votre attention. Nous remercions le docteur Samuel Pierre pour sa disponibilité, pour son partage d'informations et de propositions adressées au secteur privé et public. Donc, voici ce qui met fin aux interventions du deuxième panel, qui était axé sur le financement de la recherche et de la formation postgraduée. Donc, d'ores et déjà, je vous invite à poser vos questions, à les formuler. Les hôtesses sont sur place et les micro-baladeurs sont en circulation. Donc, vous n'avez qu'à lever la main et les 4 intervenants sont là pour répondre à vos préoccupations et vos questions. Merci. Il y a une question de ce côté, du côté gauche. Non? Il n'y a pas de question. C'est curieux. OK, il y en a une. Bonjour. En fait, je voulais poser ma question au premier panel, mais je ne sais pas si ce panel peut quand même répondre. Bien avant, je suis Witsa Mérizier-Payen, je suis la portée d'actu. Donc, ma question, c'est celle-là. 70 projets vous ont été soumis. Est-ce qu'il y a eu des projets totalement similaires? Si oui, comment aviez-vous procédé pour faire le choix, si toutefois vous aviez choisi l'un des 2 parmi les 12? Et j'ai une autre question. Pour les 58 autres projets qui n'ont pas été retenus, comment est-ce que les candidats peuvent être sûrs que les 12 projets récompensés sont effectivement meilleurs que les leurs? Merci. D'autres questions? Vous pourrez adresser celle-là tout de suite. Il me semble qu'il n'y en a pas d'autres. Je vous remercie pour votre question, pour vos questions, et je vais proposer quelques éléments de réponse. Il y a d'autres membres de la gouvernance du fonds qui sont dans la salle, donc s'ils souhaitent compléter, donc ils pourront prendre la parole aisément. Et je pense que oui, il y a des projets
qui portent sur la même problématique. Donc, quand on parle de similarité, on ne pourrait pas dire que les projets soient identiques. Il y a tout simplement des thématiques qui sont communes. Donc, sur, par exemple, la filière portant sur les changements climatiques, il peut y avoir plusieurs aspects de cette problématique-là à être abordés par les différents projets qui ont été soumis. Donc, il n'y a pas de projet qui soit identique, même s'il porte sur une thématique qui est commune. Comment est-ce qu'on s'assure que les projets qui n'ont pas été retenus ne sont pas meilleurs que les autres qui ont été sélectionnés par l'équipe de gestion du fonds? Et je crois que le premier panel a clairement exposé les critères qui ont servi de guide pour aboutir à la sélection finale. Donc, ce sont des critères transparents, pré-annoncés au public, non seulement à travers le site internet du FRD-BRH, mais aussi dans les différentes publications que nous avions faites au public. Les critères méthodologiques, les critères scientifiques, il y a une exposition claire qui a été faite par le professeur Cadet ainsi que le docteur Como sur justement la procédure de sélection des projets. Ronald, j'aimerais bien ajouter un complément de réponse à la deuxième question. Ronald, est-ce que je peux ajouter un complément de réponse à la deuxième question? Allez-y, docteur Pierre. D'accord. La question, elle est pertinente, mais ce que j'aimerais dire, un des avantages d'avoir un fonds de la recherche qui introduit dans le milieu une culture de la recherche, c'est que la recherche obéit à ce que nous appelons, dans la communauté scientifique, à ce qu'on appelle l'évaluation par les pairs. Les pairs s'écrit P-A-I-R-S. Les pairs, c'est les personnes qui sont elles-mêmes des chercheurs, qui ont une culture de la recherche et qui savent comment évaluer les recherches, qui en font aussi, et je dois vous dire, qui se font refuser aussi. Donc, quand ces personnes-là prennent une décision, c'est extrêmement difficile qu'un juge intervienne pour contester cette décision-là. Autrement dit, les membres du jury constituent un comité de sages et on ne peut pas remettre en question leur décision en disant que tel projet est plus méritant que d'autres, vous ne l'avez pas vu, vous vous êtes trompé, vous n'avez pas le droit de dire ça, c'est un comité de sages. La seule chose que vous pouvez faire comme revendication, vous pouvez essayer de voir est-ce qu'il y a un vice de procédure. S'il y a un vice de procédure, vous pouvez faire une revendication en disant que j'ai subi un préjudice parce que la procédure n'était pas correcte. Et c'est à vous que revient la charge de faire cette preuve-là que la procédure était incorrecte. Mais une fois que vous n'avez pas décelé de vice de procédure, la décision, elle est sans appel. Et ils n'ont pas à justifier le rejet de telle demande ou telle autre. Ils choisissent les meilleurs en fonction des critères qui étaient connus à l'avance. Maintenant, je termine en disant ça. En même temps, c'est une culture qu'il faut acquérir. La culture, on va dans un jeu, on perd, il faut accepter le résultat. Je sais qu'on n'a pas cette culture-là. En général, on veut toujours remettre en question. Si je n'ai pas gagné, ça veut dire que c'est injuste. Alors, ça aussi, c'est un apprentissage à faire, à respecter le verdict de personnes qui agissent en toute bonne foi, même s'ils peuvent se tromper. C'est un apprentissage à faire. Moi-même, je fais des demandes de subvention. Eh bien, quand j'en fais 10, eh bien, il y en a 7 qui sont refusés, j'en obtiens 3. Et je sais que c'est le jeu. Merci pour votre intervention, docteur Pierre. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, je vois qu'il y a une autre question. Oui, okay. J'ai une question. Je voudrais l'adresser aux responsables du fonds et pour demander, pour les questionner sur le niveau d'articulation et des résultats des différents projets avec les politiques publiques et quel est le mécanisme d'information
entre les résultats de ces recherches et les politiques publiques qui sont adoptées, définies à différents niveaux de l'État. C'est un premier aspect de la question. Et la deuxième partie, et ça s'adresse au docteur Pierre, et notamment, ça concerne le projet PIGRAN. Et vous avez, je pense, présenté beaucoup de dimensions de ce projet. Moi, je voudrais vous demander comment est-ce que vous arrivez à articuler les différents projets avec les besoins, notamment des entreprises, et est-ce que, en termes de financement, il y a des retours positifs de ce côté-là? Merci. Pour l'articulation des résultats des projets de recherche qui ont été financés par le FRD et les mesures de politique publique, je dirais que c'est l'un des objectifs recherchés par le fonds BRH. Et ça répond justement au principe de la triple liste qu'il faut donc établir les relations entre l'université, ce que nous produisons comme connaissances, les besoins de l'environnement et aussi l'encadrement que les instances étatiques publiques doivent apporter aux efforts de formation, aux efforts de recherche pour soutenir les décisions par la mise en place d'outils d'aide à la décision. Donc, ce n'est pas seulement une articulation par rapport à des décisions de politique publique, mais aussi par rapport à l'émergence d'idées d'investissement dans le secteur privé. Parce qu'il y a quand même des projets de recherche en matière d'investissement qui peuvent prendre naissance à partir des résultats d'investigation menés par les chercheurs. Nous sommes aujourd'hui à la réalisation de la première édition des journées scientifiques du FRD-BRH. Donc, les projets qui ont été jusqu'ici financés, ce sont des projets qui sont pour la plupart en cours d'exécution. Vous allez voir bientôt les premiers résultats qui vont être exposés par les chercheurs. Donc, il revient à vous, à nous tous, de regarder justement la pertinence de ces résultats-là par rapport à des besoins spécifiques qui sont identifiés dans la société, dans la communauté. Je crois que la deuxième question, c'était pour M. Pierre. Oui, alors je vais répondre à la deuxième. Donc, merci pour la personne qui a posé la question concernant PIGRAN. PIGRAN, c'est un laboratoire de développement. On teste des idées à petite échelle, projets pilotes, qui sont très liés à la recherche, et on les teste en vraie grandeur sur un terrain, qui est la Cité du Savoir, et quand ça fonctionne, on les met à l'échelle du pays. Vous avez parlé du financement. Le financement, c'est un financement innovant. Ce que l'on fait, très souvent, on sait qu'en Haïti, quand on veut créer une entreprise, le plus gros obstacle, c'est l'accès au crédit. Comment tu fais pour démarrer? Dans certains pays, il y a tout un dispositif, capital risque, les anges financiers qui s'impliquent et qui financent. Dans le cas d'Haïti, ça n'existe pas. Et il faut être innovant dans le financement. Ce que nous faisons, nous avons des étudiants qui sont des étudiants de maîtrise et de doctorat. Ils sont des professionnels. Ils travaillent dans l'administration publique, ils travaillent dans le privé. Eh bien, eux aussi, ils ont besoin de financement. Ils ont besoin de participer aussi à des financements. Ils ont besoin de devenir des entrepreneurs. Alors, ce que je leur dis, vous ne pouvez pas, si vous avez besoin de 100 000 $, vous ne l'aurez pas seul. Mais si chacun de vous met 1 000 $, ça vous fait 100 000. Nous avons des jeunes à un moment donné qui partaient au Chili. Pour aller au Chili, d'après mes renseignements, il fallait disposer de 3 000 $. On vend des terrains, on vend des bœufs, on vend des cabris, on vend tout ce qu'on peut avoir pour avoir 3 000. Ça veut dire que vous avez une capacité de capitaliser. Au lieu d'embarquer dans un projet individuel qui consiste à quitter le pays pour aller au Chili, avec tout ce que cela comporte comme incertitude, pourquoi vous ne vous transformez pas en entrepreneur? Vous mettez ensemble le peu que vous avez, vos 3 000 $, et 10 personnes qui mettent 3 000, ça fait 30 000. Déjà, on peut partir une business. Donc, c'est de la pédagogie en vrai.
On leur fait le discours qu'il faut se prendre en main, mais en même temps, on leur dit comment le faire. Alors, ce qu'on a fait dans la plupart des entreprises, quand nous ne les avons pas créées nous-mêmes, eh bien, on invite les étudiants à devenir actionnaires de ces entreprises. Donc, une bonne partie de ces entreprises, eh bien, nos étudiants sont aussi des actionnaires. Et c'est pour leur montrer comment construire. Parce que ce chemin-là, en général, on ne nous le montre pas à l'université. Donc, d'où l'idée d'une université entrepreneuriale qui forme les étudiants à ce qu'ils ne deviennent pas uniquement des fonctionnaires. En Haïti, tout le monde croit que c'est l'État qui doit créer tous les emplois de la société. C'est faux. C'était du temps de l'Union soviétique. Une société dont l'État est employeur à plus de 30%, ce n'est pas une société moderne. Ce n'est pas une société moderne. L'État doit créer les conditions pour que l'entrepreneuriat se développe, pour que les entreprises se développent. Mais ce n'est pas à l'État de créer tous les emplois de la région. Sinon, c'est une marche en arrière, on revient à l'époque soviétique. Alors, par rapport au retour des projets, la plupart de nos projets qui ne sont pas en incubation, ce sont des projets qui sont rentables. Et pourquoi on les fait? Je vais vous dire pourquoi. Le pôle d'innovation, la Cité du savoir, ce qu'il y a là-dedans, c'est des écoles. C'est des écoles en milieu rural, les gens n'ont pas les moyens de payer. Alors, comment pérenniser ça? Alors, c'est là où je dis que le financement est innovant. Quand tu crées une entreprise, l'entreprise génère des revenus et des profits. Alors, le profit, on l'injecte dans l'éducation. C'est avec ça qu'on finance notre centre de la petite enfance, c'est avec ça qu'on finance l'école fondamentale, c'est avec ça qu'on finance notre centre de santé. Donc, on crée les entreprises dont les profits vont servir à pérenniser. Alors, ça, c'est de l'innovation. Mais on le fait avec des apprenants qui sont nos propres étudiants pour leur dire comment créer un pays, comment créer une société. Et là, on change radicalement la façon de former les personnes pour qu'ils ne soient pas des livresques qui apprennent des choses toutes faites dans les livres et qui les récitent au moment opportun. Merci, Dr. Pierre. Et je profite pour remercier chacun des intervenants de ce panel, M. Gabriel, M. Omril, Dr. Théa, Dr. Pierre. Et je vous invite à les applaudir chaudement. Donc maintenant, nous allons passer directement à la présentation des premiers résultats de recherche. Merci.